notre webinaire sur les impacts du coronavirus sur le e-commerce. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Rodolphe Foulmy, je dirige WebReality en France. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui va chercher à comprendre quels ont été les impacts du coronavirus sur l'ensemble du secteur du e-commerce. Alors, face à cette pandémie, nous, ce qu'on a vu chez WebReality, c'est qu'il y avait un certain nombre d'acteurs avec lesquels on est très proches qui ont été impactés. Alors, quand je dis un certain nombre, c'est tous en fait. Ils ont été impactés soit positivement, soit négativement. Donc, personne n'a été épargné. Donc, ça nous a donné envie d'organiser ce webinaire pour justement partager avec vous la variété des expériences des différents e-commerçants. On va voir qu'il y a eu des trajectoires très différentes. Et c'est ensuite nos 4 invités donc, qui vont, après une rapide présentation des chiffres, on va dire plus macro de cet impact, qui vont vous donner, je pense, des témoignages très variés, très intéressants et très personnels sur des activités extrêmement qui concernent évidemment le e-commerce, mais avec des domaines vous allez voir, de compétences et de services très différents. Je vais tout de suite partager mon écran pour vous faire un rapide point de ces impacts. Alors, déjà, quelques explications sur notre méthodologie. Donc, le WebReality Panel, c'est un indice qui permet de mesurer l'activité transactionnelle chez plus de 40 sites e-commerce qu'on a répartis dans différents secteurs, l'alimentaire, la maison, la mode, le ticketing et le voyage. Donc, ce panel nous permet de faire un certain nombre d'analyses, encore une fois, uniquement basées sur l'activité transactionnelle, sur différents secteurs, des analyses par device, des analyses par taille de site, et surtout, on l'utilise pour analyser les impacts des moments forts du e-commerce dans l'année. Et autant vous dire que au programme de 2020, on n'avait évidemment pas prévu d'analyser cet effet de saisonnalité, on va dire, sur le e-commerce. Alors, quelques chiffres tout de suite sur cet impact. Donc, au global, vous voyez on va dire cette courbe qui est symbolisée par le trait rouge, par le début du confinement, donc c'est-à-dire la date du 17 mars. Donc, on a, sur l'ensemble de la période, donc du 17 mars jusqu'à dimanche dernier, constaté qu'il y avait une progression du volume global des commandes, tous secteurs confondus, d'environ 39%. On a même remarqué un écart très important sur la journée qu'on a matérialisée du 20 avril de plus de 114%. Ça veut dire que ce 21 avril, par rapport à 2019, a généré plus de deux fois plus de ventes que l'année précédente. On a regardé également l'impact que ça avait sur la répartition des commandes par device, donc entre le desktop et le mobile. Donc on s'attendait à ce qu'à partir du 17 mars, donc début du confinement, il y ait une augmentation sensible de la part du desktop dans l'ensemble des transactions. Or, pas du tout. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, la part du mobile, qui est, on le sait, de toute façon en progression forte d'année en année, s'est maintenue. Elle a même progressé de 2 points, puisqu'on était sur un trend juste avant le confinement d'environ 40% des transactions réalisées sur mobile. On est passé depuis le confinement à 42%. Donc, ça veut dire que le mobile, c'est vraiment le confort que viennent chercher les utilisateurs. Un réflexe, on va dire, d'utilisation et le confort qu'on pourrait penser nécessaire et profitable au desktop grâce au grand écran n'a pas incité plus que ça les gens à acheter via leur desktop. Très rapidement, je vais vous montrer les impacts par secteur. Donc, on a regardé le secteur de l'alimentaire.
Donc là, sur le secteur de l'alimentaire, donc vous avez la courbe de 2020 en bleu, la courbe de 2019 en vert. Vous voyez donc la date de confinement, que le secteur, que bien avant cette date, le secteur de l'alimentaire avait déjà profité d'une hausse très spectaculaire des transactions. C'est-à-dire que la veille de l'annonce du président Macron du confinement, il y avait une progression donc, de 126% du volume de commandes sur le domaine de l'alimentaire. Et on voit que sur l'ensemble de la période, c'est même 207% de plus qu'en 2019. Ça veut dire que le secteur de l'alimentaire, sur notre panel, a triplé pour le moment, sur la période analysée, le volume de commandes. Donc, ce n'est pas une surprise, c'est évidemment un des secteurs qui profite de cette situation de confinement. Et on essaiera de voir plus tard si on peut penser que cet effet peut être plus durable. Concernant le secteur des biens d'équipement et de la maison, donc on a vu une hausse sur l'ensemble de la période de 60%, avec une courbe qui se sépare entre 2019 et 2020, aussi juste avant le confinement. Donc on voit que les gens ont cherché à s'équiper, à se mettre dans des conditions de télétravail. On a vu qu'il y avait aussi un boom en particulier sur des secteurs plutôt high-tech et informatique pour s'équiper avec le matériel qui va bien pour affronter cette longue période de télétravail pour ceux qui sont évidemment dans cette situation-là d'un point de vue professionnel. Donc 63% d'augmentation par rapport à 2019. Et on a regardé sur la fin de la courbe, là vous voyez à partir du 16 avril, on a regardé s'il y avait eu un impact de la fermeture des entrepôts d'Amazon sur les acteurs de notre panel dans cette catégorie-là. A priori, lorsqu'on regarde la courbe, elle est plutôt dans sa continuité, mais lorsqu'on l'analyse avec 2019, normalement, cette période du mois correspond à on va dire, une petite baisse des transactions. Et là, sur cette période donc, de suspension d'activité d'Amazon, on voit que la courbe se maintient. Donc, on ne sait pas trop comment l'interpréter. En théorie, effectivement, on aurait dû avoir une baisse, de dire que ce niveau s'est maintenu. Est-ce que c'est lié on va dire, à la suspension des activités d'Amazon? C'est une possibilité et c'est ce que on peut expliquer avec ce qui correspond à ce plus gros écart sur l'ensemble de la période, donc de 170% qui a lieu le 20 avril. Le secteur de la mode aussi a une trajectoire assez intéressante. On voit qu'il y a une petite semaine avant le début du confinement, déjà un relâchement sur le volume de transactions. Donc là, il y a eu une chute assez brutale, donc une baisse de 58% qui correspond à la journée de l'annonce du confinement. Et on voit petit à petit cette courbe augmenter. Donc il y a un effet très négatif sur les 2 premières semaines du confinement, et on voit petit à petit que la courbe de 2019 et 2020 se rejoignent, voire 2020 dépassant 2019, ce qui permet sur la période de confinement au total d'avoir une augmentation de 6%, une baisse que de 6% du volume de commandes dans ce secteur, qui est en train, on va dire, on pourrait dire, d'amortir le choc progressivement. Ensuite, sur le secteur du voyage, évidemment, sans surprise, on voit qu'il y a un effet très, très, très brutal sur la dynamique transactionnelle. Et là, effectivement, ça a été aussi anticipé bien avant l'annonce du confinement. Dès début mars, les 2 courbes s'éloignent de façon déjà significative, et puis complètement à partir du 17 mars, et on voit une activité que je qualifierais de quasiment à l'arrêt, en tout cas d'un point de vue transactionnel. Je ne dis pas que les acteurs du voyage ne travaillaient pas, au contraire, je pense qu'ils travaillaient beaucoup et pour gérer un certain nombre de problématiques, mais d'un point de vue transactionnel, on voit très bien avec ces chiffres du Webity Panel qu'il n'y avait plus du tout d'activité. Évidemment, plus personne se projette sur cette période-là sur des futurs achats, soit d'hôtels, soit de réservation d'avion, soit éventuellement de train.
Courbe assez et comportement assez similaire avec le secteur du ticketing. Là, le réflexe est venu, on va dire, un peu plus tard, mais quelques jours avant l'annonce, effectivement, on voit encore une fois les deux courbes s'éloigner et continuer à se maintenir à un niveau extrêmement bas. Et on se demandera justement, avec nos invités, comment les choses comment les choses ont été vécues et comment les choses pourront évoluer à l'avenir, ce qu'on verra en fin de session. Donc, je vous présente nos invités. Donc, pour commenter ces chiffres, nous avons Gaëlle Daugé, qui est la directrice générale de Easy Parapharmacie. Nous avons Laurent Germay, qui est le digital manager de Planète Sushi. Nous avons Grégory Achin, qui est le DG de Tic et Tac, du groupe Le Figaro, et Romain Coirot, qui est le DG de Lalalab, groupe Clairefontaine, qui vont nous apporter à tour de rôle leurs éclairages sur leurs activités respectives et puis qui pourront nous donner aussi, puisque leur secteur a été évoqué dans le panel, leurs impressions ou leurs accords, leurs désaccords par rapport aux tendances qu'on a mesurées. Donc, pour faire une transition pas très galante, mais plus cohérente par rapport à la présentation, donc je vais commencer par donner la parole à Grégory pour effectivement nous commenter cette période de confinement, l'impact sur l'ensemble du site, mais j'ai envie de dire sur l'ensemble évidemment de l'industrie, et d'essayer de comprendre avec lui comment, d'un point de vue à la fois organisationnel, parce que je pense que c'est important aussi de parler des équipes, et d'un point de vue business, donc là plus la relation avec les clients, comment ils ont pu, chez Tic et Tac, vous avez pu vous organiser. Ok, bonjour à tous, merci Rodolphe, j'espère qu'on m'entend bien. Effectivement, peut-être que pour commencer, 2-3 mots sur Tic et Tac pour ceux qui ne nous connaisseraient pas. On est une filiale du groupe Figaro, hein, comme l'annonçait Rodolphe, et on est une marketplace, pure player sur la billetterie culturelle et loisirs. Donc, ça fait 15 ans qu'on propose des sorties au théâtre, dans les musées, dans les parcs de loisirs, dans les expositions, dans les monuments, dans les cirques, des choses comme ça. Et globalement, pour avoir un ordre de grandeur en tête, on fait une petite trentaine de millions de chiffres d'affaires par an. Et pour nous, malheureusement, ton graphe, Rodolphe, est hyper parlant puisque l'onde de choc est terrible pour nous et plus largement pour toute la filière. Alors, on avait eu les gilets jaunes et on avait eu plus récemment les grèves des transports de fin d'année 2019 et début 2020 qui nous avaient à la fois pas mal affaibli la filière et côté positif plutôt un peu préparé sur les modes de fonctionnement, les réactivités et tout, voilà, comment ces crises qui deviennent plus fréquentes peuvent nous impacter. Là, on est quand même sur une lame de fond qui est sans commune mesure en termes d'ampleur, à la fois de par l'ampleur de son impact et de ses conséquences, et puis par sa durée, puisque la séquence qu'on vit, on est encore un peu dans le temps 1 du confinement et de la crise, mais le temps 2 sera beaucoup plus long et probablement tout aussi compliqué à gérer, celui du déconfinement et de la reprise d'une activité un peu normale. Donc non, alors on a un peu, si vous, avec les quelques semaines de recul là, sur la fameuse semaine du vendredi 13, qui est celle où tout s'est un peu emballé malheureusement, on a un peu eu 3 temps chez Tic et Tac, le temps vraiment de la sidération sur la semaine qui a mené au vendredi 13, où là on était un peu les lapins pris dans les phares de la voiture quand même, un petit déni, on avait du mal à croire que ça allait arriver, que les théâtres, que les producteurs allaient être forcés de fermer leurs salles. Alors, ça a été fait sur notre filière de manière un peu graduelle, puisque on a eu d'abord des événements à moins de 5000 qui ont été personnes, plus de 5000 personnes pardon, qui ont été pas autorisées. Puis c'est descendu graduellement à des jauges jusqu'à 50 personnes. Donc, on a eu une descente un peu aux enfers graduelle. Mais voilà, on a eu quelques heures, quelques jours où on espérait encore quelque chose, un miracle, un geste, des mesures barrières providentielles qui ne sont pas arrivées.
Mais ça a été un peu la réaction à la fois de l'équipe qui ne sachait trop bien qu'on allait faire du confinement, qu'il fallait repasser dans ce mode de télétravail accentué, donc chacun chez soi pendant quelques semaines, qu'on allait donc se quitter, que la cohésion sociale allait du coup, prendre un peu de distance. Donc on n'avait pas trop envie de le croire. Et puis rapidement, dès le week-end du vendredi 13, donc le samedi 14 et le dimanche 15, malheureusement, là, c'est le temps 2 de la gestion de crise qui prend le dessus. Et là, bien sûr, tout le monde sur le pont. On a une difficulté dans notre position d'intermédiaire de marketplace, c'est qu'on est dans un effet ciseau terrible, puisque d'un côté, on n'a plus de revenus qui arrivent. Les recettes sont à zéro depuis presque le vendredi 13. Hein. Les bonnes journées, on fait quelques dizaines de ventes, donc on a tout le loisir de faire un traitement ultra VIP à ces quelques clients. Donc zéro rentrée d'argent, et en même temps, il faut rembourser des commandes par milliers, puisque les événements s'annulent, et donc il faut bien sûr rembourser ça. Donc il y a un enjeu sur la trésorerie et la gestion du cash qui est absolument crucial. Et puis, bon, ça c'est plutôt mon affaire et puis celle du codir. Très rapidement, les équipes, c'est passer un week-end à gérer la crise avec les clients, à annuler, à avoir les clients, les offreurs, donc les théâtres, les producteurs, la musique, le téléphone, et puis les clients, les consommateurs finaux. En parallèle, installer un peu durablement, parce qu'on sait que ça va durer, ces étapes-là, le travail à distance, donc gérer le télétravail d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue outil, d'un point de vue s'assurer que chacun a un espace, un peu de travail et un peu de confort pour se mettre dans des conditions efficaces et acceptables. Mettre bien sûr une partie des heures travaillées sous les dispositifs d'accompagnement de l'État, donc un peu de chômage partiel, activer les différentes mesures de report de charges qui sont proposées. On n'a rien, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais enfin, les billetteries sont dans l'angle mort du ministère de la Culture sur les mesures d'accompagnement qui sont, et on comprend, et c'est normal, dédiées avant tout aux intermittents, aux producteurs, aux exploitants de salles, à tous ceux qui font la culture, sans qui il n'y aurait pas de billets à vendre. Donc nous, dans notre métier, on est un peu exclus de ces mesures. Donc on a une chance dans cette étape-là, c'est qu'on est une filiale du Figaro qui est un groupe solide, qui est lui-même une filiale du groupe Dassault, et qui est un actionnaire en or, hein, vraiment dans ces époques un peu compliquées que la filière vit, puisqu'ils nous soutiennent et ils ont absolument confiance en notre modèle. Et donc, voilà, c'est à la fois un réconfort et puis une sécurité vraiment sans prix. Bon, et puis passer cette gestion de crise qui dure quelques jours, et puis la mise graduelle en sommeil de l'activité, puisque on n'a pas de revenus toujours depuis le 13 mars. C'est pour les quelques heures qui ne sont pas aux bornes des dispositifs de chômage partiel, préparer un peu la sortie de crise, optimiser toutes les dépenses. On se repose la question de chacune des dépenses marketing, des dépenses commerciales, tout ce qui était engagé ou sur le point d'être engagé. L'objectif, alors c'est encore un peu théorique puisqu'on ne connaît pas encore toutes les dates et puis les mesures du déconfinement et comment ça va venir impacter la filière. Mais c'est d'avoir un départ lancé. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir le meilleur plan de départ à ce stade avec autant d'inconnus, mais en tout cas, c'est d'avoir un départ lancé pour que la machine soit déjà sur les rails et le train à pleine vitesse avant le déconfinement de notre filière. Donc, on y travaille, on optimise, bien sûr, on revoit toutes les priorités de la roadmap et de tous les projets. On se focalise sur exclusivement ce qui va générer de la valeur en sortie de crise. La complexité, c'est qu'on ne connaît pas cette date et que on est une marque et donc il faut continuer à exister et être une marque qui existe sans avoir rien à vendre ou à raconter, c'est compliqué. Donc, le marketing, se challenge un peu pour apporter de la valeur parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que prendre la parole si on est un peu vague, si on est creux, si on n'apporte pas soit du service, soit du contenu dans ces temps-là. Et donc, voilà, on se challenge, on se gratte le cerveau pour faire continuer à ce lien qu'on a avec nos clients et nos offreurs à perdurer et à passer au mieux cette crise.
Je pense qu'effectivement, ça va être intéressant. Peut-être que dans un second temps, on développe un peu, si tu le peux, hein, cette notion d'arrivée lancée. Qu'est-ce qui, en termes de timing et peut-être en termes d'offres, rentrer dans ce genre de considération, de pressenti, ça peut être intéressant pour la deuxième partie du webinar. Je vous regardais aussi du temps pour faire intervenir tout le monde. Merci Grégory pour ce témoignage. On reparlera ensemble donc, de l'après tout à l'heure. Je voulais passer la parole à Laurent Germay pour nous expliquer. Alors c'est vrai qu'on a préparé ce webinar, nous expliquer comment ce confinement a été vécu côté Planète Sushi, avec évidemment des considérations aussi je dirais offline, puisqu'il y a la problématique des restaurants. Et je sais, je sais que je sais que tu peux le faire évidemment, mais je pense qu'en tout cas, de mon point de vue, d'aborder ce confinement avec un angle très chronologique, je trouve super intéressant parce que on voit qu'il y a, ça me fait penser ton histoire un peu comme on voyait sur la mode, avec un effet, comme le disait Grégory, sidération, où on arrête tout. Et puis la mode, là, on voit qu'elle reprend. Bon, c'est sûrement pas par rapport à des choses que toi, tu es en train de mettre en place, mais explique-nous peut-être d'un point de vue chronologique comment ça s'est passé côté Planète Sushi. Mets ton micro. Active ton micro. Laurent. Pardon, voilà. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Oui, au vu des discussions qu'on a eues, c'est vrai que c'est intéressant de remettre le contexte, déjà qui on est, Planète Sushi, et avec quel est le contexte économique dans lequel on évolue. Nous, au Planète Sushi, on est une chaîne de restauration sur le domaine de la Japanese food, et on fait 63 millions de chiffre d'affaires avec une cinquantaine de restaurants ouverts avec deux types de choses, une partie en succursale, c'est-à-dire nos restaurants propres, une vingtaine de restaurants, et une trentaine de franchisés. Ça a son importance pour après, le type d'organisation. Et dans le contexte en fait qu'on a, qui est et nous, notre chiffre d'affaires, il est réparti dans nos restaurants de trois façons. On a en salle, on a une partie en salle, une partie en livraison et une partie par ce qu'on appelle les agrégateurs. Dans le chiffre d'affaires, les agrégateurs dans notre métier, c'est les Deliveroo, Just Eat et Uber Eats. Donc, c'est 40% en salle avant le Covid, 30% à peu près, hein, c'est des grosses masses par les agrégateurs et 30% chez nous, sur nos points de contact digitaux propres. Enfin, je fais schématique. Donc, du coup, avant le Covid, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionnait. Nous, effectivement, on a eu 3 temps dans le Covid, comme le disait Rodolphe, on a eu 3 périodes. Une première période, et là, chronologiquement, un peu, ça se rapproche de ce que décrivait Grégory, c'est-à-dire l'annonce du confinement. Et là, douche froide, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le premier temps, et ça, c'était les premiers moments de mars, donc on a été un petit peu, comme Grégory l'expliquait dans ce contexte-là, fermeture des restaurants. Pur et simple, côté succursale, c'est-à-dire nos propres restaurants, et certains franchisés qui ont voulu continuer. Puis pas tous, ça dépendait des structures. Donc effectivement, cette première période chronologique, tout dans le domaine de la restauration, alors nous on se rapproche de tout ce qui est restauration à l'événement, c'est-à-dire Pizza Hut, pas que nos concurrents, que je ne citerai pas dans le sushi, donc des Pizza Hut ou d'autres types de chaînes de restauration en livraison. Toutes ces chaînes ont globalement dans le secteur fermé. Pourquoi? Alors, pour deux types de problématiques dans cette première période, effectivement organisationnelle avant tout. Donc, c'est pour ça que nos franchisés, qui sont des petits patrons, donc souvent, c'est ceux-là qui ont, dans la période des franchisés, c'est ceux qui avaient un seul restaurant qui sont restés, parce que cette problématique d'organisation, elle est différente quand on a 2, 3 employés et quand on en a plus, à partir d'une dizaine. Donc ça, cette problématique, elle a été différente pour eux. Et donc, eux, ils sont restés ouverts. On a eu, effectivement, comme Grégory, cette partie organisationnelle, tout le personnel dans les restaurants qui ont été complètement mis, alors le terme, je ne me revient plus, mais la notion d'état en chômage technique.
Et puis tout réorganiser. Alors énormément de travail, un peu à l'image de ce que décrivait Grégory. Pour nous, dans la restauration, c'est nettoyer les restaurants. Il y a beaucoup de nuisibles, il y a plein de choses comme ça. Énormément de temps pour prévoir les clients, pour tout fermer. Et puis en même temps, maintenir une partie de l'activité pour mon scope qui est le digital, pour pouvoir desservir les quelques succursales qui étaient ouvertes et puis veiller aussi à ce que ça soit dans le respect des règles qui étaient dictées. Donc voilà, passé ce temps de la sidération, on s'est dit, on voyait que je vous expliquais plus haut dans le contexte, ce qu'on appelle les agrégateurs, Just Eat notamment, on surcommuniquait et continuait à surcommuniquer et on occupait du terrain. Voilà, on a observé aussi cette activité-là, c'est-à-dire qu'ils ils continuaient à faire des livraisons et avec les quelques restaurants ouverts, notamment ce qu'on appelle dans notre secteur les dark kitchens, c'est-à-dire ceux qui sont des laboratoires et qui n'ont pas d'accès à la clientèle dans la restauration, c'est-à-dire en table, en restaurant et voire de vitrine. Hein. Donc ces gens-là, ils ont continué à tourner, une partie en tout cas, les petites structures. Et donc, partant de ça, cette opération, on s'est dit, on va voir. Ça, c'était avril, deuxième temps chronologique. Et là, on s'est dit, donc les 15 premiers d'avril, ça a été déjà une période on a réfléchi à rouvrir, enfin fin mars plutôt, on a rouvert en disant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la problématique organisationnelle, elle s'est posée aussi, c'est-à-dire, quel personnel? Quel personnel? Nous, on a, dans notre secteur, on est dans l'ultra frais, donc encore une autre problématique organisationnelle. Dans l'e-commerce, on parle souvent du front office qui est côté client, mais la logistique a énormément d'importance. Je pense que dans le Covid, c'est une question générique, en fait, quel que soit le secteur d'activité, qui s'est posée. En tout cas, chez nous, comme on a beaucoup on est, voilà, tout ce qui est acharnement de marchandises, organisation pour livrer à la fois nos points de vente et aussi qui est le client, parce que nous, on a notre livraison en propre. Donc, tout ça, c'est du personnel. Et comme vous pouvez l'imaginer, du personnel qui est aussi qui a été très impacté, très inquiet, puis certains qui ont été malades aussi. Donc, comment on gère ça dans toute cette partie hygiène. Donc, ça, on a réussi à trouver, on a limité nos points de vente, on a réorganisé complètement les zones de chalandise et on a commencé à rouvrir 3 restaurants au départ avec des zones complètement différentes. Des zones qui étaient avant le Covid. Donc, on a ouvert. Donc, organisationnellement, il y a effectivement beaucoup de travail de réouverture, de réorganisation. Et on s'est aperçu sur ces tests des premières parties d'avril que les chiffres d'affaires étaient effectivement très bons sur les quelques restaurants qui étaient ouverts. Pourquoi? Donc, on a commencé à essayer d'analyser ça. C'est parce qu'effectivement, déjà, on n'avait plus la salle. Donc, la répartition du chiffre d'affaires, c'était 70% sur les agrégateurs et 30% sur nos points de vente. Ça, c'était la répartition sur nos points de contact digitaux. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est effectivement pourquoi on a analysé un petit peu, enfin, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait un appauvrissement de l'offre, donc une concurrence qui est moindre. Et donc là, d'où cette clientèle qui se rush, on peut dire entre guillemets, sur ces parties-là. Donc sur les restaurations qui restaient dans les catalogues, au moins des agrégateurs, et puis aussi sur nos propres. Mais les agrégateurs captant une bonne partie en ce moment de ce flux. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième période, les premiers temps d'avril. Et puis là, on assiste aujourd'hui à une deuxième période. Nous, on a rouvert plus de restaurants, une concurrence qui revient. Et donc là, on a rouvert plus de restaurants, plus de zones, des chiffres d'affaires qui sont encore sur les points ouverts importants. Une organisation aussi en livraison sur les points de vente qui est plus intéressante, enfin, plus facile à faire, intéressant, pas le terme, plus facile. Et donc, mais avec aujourd'hui, on réinvestit aussi, nous, cette deuxième période d'avril, là qu'on vit aujourd'hui, et on a réinvesti nos points de contact, notamment en remettant les outils. On communique en ce moment une communication sur l'hygiène et vous pouvez voir, il y a des spots qui passent sur notre marque en fait pour pouvoir effectivement réadresser la parole en direct avec nos consommateurs. Et là, on rééquilibre la tendance. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on a rattrapé
On a été notamment ce week-end moitié sur notre chiffre d'affaires, moitié sur le chiffre d'affaires moitié du chiffre d'affaires sur nos points de contact digitaux et une moitié sur enfin, à peu près, en grosso modo, je pense, sur les agrégateurs parce qu'en point de vente, on a demandé à faire la répartition sur les commandes qui arrivent. Voilà, donc c'est un petit peu les tendances. Et globalement, le chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui, on a, je crois, 50% aujourd'hui du parc qui est ouvert. Il est quand même, on amortit, on n'est pas totalement à nos chiffres d'affaires d'avant le Covid, mais comme le disait, on limite la casse, on va dire. Donc maintenant, on est aussi en termes d'après, on réfléchit sur l'après. Et là, on est pour l'instant sur un trend de communication qui est plus de réassurance sur les mesures d'hygiène. Et effectivement, voilà, c'est aujourd'hui le point. Ok, donc réassurer, continuer à maintenir du lien, communiquer, c'est ce que tu fais déjà dans on va dire, ce troisième temps de ce confinement. Et bah, tu nous diras tout à l'heure si c'est quelque chose sur lequel évidemment tu mises sur l'après 11 mai et au-delà. En attendant, parce que le temps file, passer aussi la parole à Romain Coirot de la Lab. Merci, hein, Laurent. Malheureusement, on ne t'a pas super bien vu. Enfin, en tout cas, on t'a parfaitement entendu. Mais il y a eu des petits problèmes. En tout cas, moi, j'ai vu des petits problèmes d'image, mais on t'a parfaitement entendu, donc c'est le principal. Ouais, donc la Lab, bon là, c'est, j'ai envie de parler d'effet d'aubaine. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est toujours difficile d'employer des mots positifs dans ce contexte-là, mais en tout cas, il y a un effet très fort et un effet dopant des ventes, évidemment, sur ton secteur romain. Est-ce que c'est parce que les gens ont plus de temps pour créer leur album photo, plus de temps en se retrouvant à la maison pour penser à faire ces développements, envie de s'envoyer pour créer du lien des photos voilà, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons de ces ventes dopées qui fonctionnaient déjà bien chez la Lab, mais là, je crois que vous battez des records. Ça marche. Merci Rodolphe. Déjà, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde est en bonne santé. Juste un petit mot très très rapide sur la Lab qui on est. Nous, on a une activité qui est quasiment 100% mobile. Donc, on a des applis mobiles qui permettent de transformer un peu toutes les photos qu'on a dans son smartphone et de créer des produits photos assez sympas, que ce soit des livres photos, des posters, des magnettes, des albums. Plein de produits à la fois souvenirs et cadeaux. Ça fait 7 ans qu'on existe et on est rentré dans la galaxie du groupe Clairefontaine il y a quelques années. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Grégory, c'est vrai que d'appartenir à un groupe qui a les reins solides comme Clairefontaine, ça a été tout de suite quelque chose d'assez rassurant pour les équipes. Alors oui, par rapport à ce que tu disais, Rodolphe, nous, effectivement, on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui a connu un effet positif sur le business. Alors, on ne l'a pas su tout de suite. Hein. On a eu une petite semaine assez chaotique, une dizaine de jours où même le business a connu une certaine décroissance. Hein. Je pense qu'il y a eu un peu de wait and see sur différents marchés. Alors, il faut savoir que nous, on a 30% de notre activité qui est faite en France et 70% de notre activité qui est effectuée à l'export, et donc avec des comportements assez différents d'un pays à l'autre et des impacts assez différents d'un pays à l'autre, puisque le confinement a été, en termes de timing, assez différent dans ces différents pays. Oui, très clairement, par rapport à ce que tu disais, effectivement, les gens prennent le temps aujourd'hui de faire des choses qui n'avaient pas forcément le temps de faire avant cette crise. Donc, forcément, trier, classer ces photos et les imprimer, ça fait partie, on a de la chance, des activités que les Français et les Européens se sont mis à faire pendant cette crise. Nous, ce qu'on a vu, c'est notamment des tendances pré-confinement et pendant le confinement. Donc, on vit actuellement des très grosses croissances pardon,
quasiment la totalité de nos pays, mais des croissances beaucoup plus fortes qu'en France. On voit qu'en France, on était sur des trends de croissance de 25-30% en pré-confinement et que sur la période de confinement, on gagne 6-7 points de croissance. Cette croissance, elle est très très forte ces 2 dernières semaines. Nous, sur notre activité, elle était un peu moins importante en début de confinement. Et des pays comme l'Italie, l'Allemagne et le UK, qui étaient pour certains pays des pays où on était en décroissance par rapport à l'historique de l'an dernier, on fait des 50, 60, 70% de croissance et on devrait terminer le mois d'avril sur un peu plus de 70% de croissance. Donc, on a une activité qui se maintient très bien et même qui est dopée effectivement cette période de crise. Nous, le plus, juste pour parler un petit peu, ce qui a été vraiment, ce qui nous a vraiment impacté, c'est plus au niveau du travail des équipes et organisationnel. On va dire qu'après une première semaine un peu pas chaotique, mais vraiment différente en termes d'organisation du travail, il a fallu recréer des rituels organisationnels. Donc, on a de la chance puisqu'on était habitués, nous, avant, à travailler quand même pas mal en télétravail et d'avoir les outils pour bien travailler à distance. Ça a toujours été dans l'ADN de la Lab de réussir à travailler de façon distancée et du coup, de créer des rituels quotidiens avec les équipes. Créer des rituels quotidiens aussi avec nos partenaires industriels, les labos dans lesquels on imprime nos photos en Allemagne et à Grenoble avec notre partenaire PhotoWeb. Voilà, donc recréer des rituels organisationnels, recréer du lien avec les équipes. Donc ça se fait également au quotidien et en créant des activités également avec les équipes, parce que c'est vrai qu'on perd très vite le lien avec ces équipes. Donc ça a été surtout ça, et c'est vrai que maintenant on est rentré dans une phase de going, de run qui fonctionne assez bien pour nous. On a beaucoup de chance. Et voilà, l'après-confinement, pour nous, les perspectives d'après-confinement, c'est de voir si y a eu un report ou un déport donc de l'activité par rapport à nos mois très forts de saisonnalité très forte. On a deux pics d'activité qui sont le retour des vacances d'été et les périodes de fête de Noël de fin d'année. Donc de voir si justement tout le recrutement qu'on a pu faire, les nouveaux clients qu'on a pu acquérir lors de cette période de confinement, de bien suivre ces cohortes-là, d'analyser la valeur de ces clients-là, de réussir à les réactiver sur les prochains mois. Et voilà, et un dernier point, je dirais juste un dernier point, on a dû réadapter aussi toutes nos communications. On dépend pas mal d'activités promotionnelles et on fait beaucoup de marketing à la performance. C'est vrai qu'on a dû revoir un petit peu nos messages, les contextualiser. On a également on a eu une activité je dirais, un peu RSE. Donc, on a fait des donations à la Fondation de France, à la Protezione Civile en Italie, où chaque commande effectuée permettait de reverser donc 1 euro à ces associations-là. Voilà, donc on a voulu participer un petit peu aux efforts collectifs là-dessus. Ça a été très important pour les équipes en interne et je pense qu'on a vu également qu'il y avait eu un écho par rapport à ces efforts de communication également sur ces marchés-là. Ok, merci Romain. On verra encore tout à l'heure comment tu effectivement revois ce retour à la normale à la fin de confinement. Est-ce qu'il y a un retour à la normale ou est-ce que vraiment la Lab aura vraiment franchi un cap? Je vais passer la parole à Gaël, Gaël Daugé, DG de Easy Parapharmacie. Évidemment, on disait tout à l'heure en rigolant, mais le meilleur pour la fin. Mais oui, effectivement, il y a un effet assez quand même frais de parler de l'activité de Easy Parapharmacie parce que au-delà de l'impact évidemment positif, on s'en doute bien sur la demande de tes clients,
il y a un vrai, il y a véritablement une utilité publique sur ton activité. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, juste pour présenter Easy Parapharmacie, donc nous, on est un e-commerçant depuis 2007 et on vend des produits de parapharmacie. Et effectivement, dans ces produits de parapharmacie, il y a des compléments alimentaires, des produits bébés, des produits de bonne santé. Voilà, et juste pour citer, on fait à peu près un peu moins de 30 millions d'euros l'année dernière et on a vu une croissance à peu près de 20%. Alors effectivement, nous, cette crise, comment on l'a prise? Déjà, on a anticipé. C'était la première des choses. C'est vrai qu'on a une dimension internationale et du coup, on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Étant donné qu'on n'est pas dépendant d'un point de vente physique, la priorité pour nous, c'était plutôt de s'assurer au niveau des équipes qu'il n'y avait pas de soucis et qu'on allait pouvoir s'organiser. Donc, la première des choses, ça a été d'anticiper avant qu'il y ait un certain nombre d'annonces, notamment ce qui nous inquiétait le plus, c'était la fermeture des écoles. Donc, du coup, on avait déjà créé un plan de continuité d'activité avant sur le tétraec, comment on met ça en place. Et finalement, ça nous a permis qu'une fois que ça a été activé, une fois qu'il y a eu la fermeture de relais, ça a été un peu plus facile à gérer. Voilà, donc ça, c'était vraiment la priorité au niveau des équipes en termes d'organisation. Après, il y a eu la logistique. Nous, on a une logistique externalisée. Donc, il a fallu beaucoup discuter de savoir comment on pouvait faire, même si ça a été compliqué au début. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Rodolphe, on a un peu une mission de bonne santé pour toute la famille, dans le sens où on vend, par exemple, des laits infantiles. Ces laits infantiles, facilement en pharmacie, il y a des spécificités qu'on ne trouve pas partout. Et donc, du coup, on s'est senti un peu investi d'une mission et de notre logistique aussi. Donc, une fois que ça s'est passé, tous les jours, il y a eu son lot de problématiques. Il a fallu s'adapter à la logistique et surtout au transport, parce que c'est bien d'avoir une super croissance et plein de gens qui viennent sur votre site acheter, mais derrière, il faut pouvoir préparer ces magnifiques colis et pouvoir les livrer. Et du coup, on a eu plein de choses. Déjà, forcément, qui dit fermeture des points de vente physiques, des relais. Donc, du coup, je pense que 15 minutes après l'annonce, j'avais déjà téléphoné à mon DSI pour qu'il coupe tous les relais sur le site. Parce que derrière, il y a aussi tous ces clients qui vont se retrouver avec des colis bloqués. Et c'est encore le cas. Et on a énormément de commandes qui sont bloquées dans les relais. Donc, il a fallu être vraiment réactif. Après, on a fait face dans le réseau, les fermetures de relais, la saturation des réseaux. On nous a imposé des tailles de colis, on nous a imposé des jours de distribution. Voilà. Et à chaque fois, faire en sorte de s'adapter avec la logistique, qu'elle puisse suivre. Et puis, comme disait Romain, tous ces nouveaux, ce nouveau trafic, ces nouveaux acheteurs qui viennent, l'idée, c'est quand même de pouvoir les convertir en clients fidèles. Donc, c'est aussi de leur proposer un service de qualité, même si c'est une qualité dégradée sur laquelle tout le monde pouvait s'entendre. Sauf qu'une qualité dégradée entre je peux attendre 1 semaine et 10 jours et 3 semaines, il y a une différence. Donc, on a écouté vraiment, on a regardé et on a vu avec nos logistiques de ne pas les saturer pour pouvoir avoir un service pérenne dans le temps. Et on a même été jusqu'à couper certaines de nos campagnes payantes pour pouvoir avoir un service. Excuse-moi, Romain, tu me fais beaucoup rire avec ton chat. Un service de qualité. Donc ça, c'était hyper important. On a bousculé vraiment nos programmes de communication. Et ça, c'était important. Il fallait qu'il y ait une vraie adéquation entre ce que les gens vivent et qui est très, très dur et ce que nous, on dit parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'envoyer un newsletter super promotion en ce moment, mais on n'en a rien à faire de ce qui se passe chez vous. Donc, on a revu nos messages, on s'est vraiment adapté. La première chose et les inquiétudes, c'était les gestes de santé, les gestes barrières, donc avec les gels hydroalcooliques. Et même si on en avait beaucoup, on a très, très vite plus en vendre, parce qu'on n'en avait plus. Mais il y avait aussi l'effet immunité. Et je prends soin de ma bonne santé et de ne pas tomber malade. Donc, du coup, on a vendu beaucoup de produits immunitaires. Je prends par exemple la vitamine C pour donner cet exemple. Après, il y a un autre effet sur je protège ma famille de manière globale.
je garde le moral et puis je prends soin de moi. Donc, du coup, voilà, adapter vraiment le message tout en gardant effectivement, comme Romain, on s'est adapté aussi d'un point de vue solidarité où on était avec les hôpitaux de France. Voilà, donc il y avait des enjeux de qualité, de fidélisation. Et c'est vrai qu'au niveau des équipes, c'est un peu… parfois, on a cet effet où nous, on est super contents parce que l'activité, elle est juste géniale. Mais à côté, on est dans une situation inédite qui est très dure et économiquement, ça va être très, très compliqué pour de nombreuses entreprises. Et on est hyper contents, mais on ne sait pas non plus comment ça va évoluer dans le temps. Donc, en fait, on est quand même très, très vigilant sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la consommation, ce qui se passe, sur le trafic, sur les nouveaux acheteurs, qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils consomment, est-ce que c'est différent d'avant? Et on est vraiment dans cette analyse. A priori, les chiffres ont l'air de dire que le e-commerce continuera son ascension dans les mois à venir et que les gens vont quand même un peu délaisser les espaces trop publics. Donc, effectivement, ça va créer de nouveaux enjeux et qu'on va être obligé de s'adapter. Je pense que Laurent, c'est ce qu'il expliquait, la manière dont il change les us et coutumes. Voilà, je sais que tu voulais, Rodolphe, qu'on donne un peu de chiffres, alors je vais en donner. C'est des chiffres effectivement hyper positifs par rapport à Grégory, où je voyais sa courbe catastrophique et ça doit être très compliqué à gérer. Donc, nous, sur les performances, eh bien, si on prend les performances du 15 mars, on va dire jusqu'au 20 avril, on est sur une croissance à plus de 100%, tout marché européen confondu, sachant qu'on a des plus fortes croissances, nous, en France, que sur les autres pays, même si elles sont quand même pas très loin. Voilà, donc je pense que le maître mot, nous, c'était l'agilité et l'adaptation pendant cette période. Quand on a bien compris qu'effectivement, ça allait être les maîtres mots pendant la période, je pense que ça peut l'être aussi pour après, parce que voilà, on voudrait parler des perspectives. On sait que c'est compliqué, on sait que je ne vais pas vous demander de vous mouiller parce que c'est très compliqué de savoir dans quelles conditions ça va pouvoir se faire. On en saura peut-être tout à l'heure un peu plus aux alentours de 15 heures. Et encore, selon vos secteurs, il y en a qui attendent plus qu'est-ce qui va se passer le 11 mai, d'autres qui attendent plus ce qui va se passer le 15 juin, puisqu'on parlait d'ouverture de restaurants à un moment donné autour de cette date-là. Donc, je comprends que je comprends que vous n'ayez aucune certitude par rapport à ces nouvelles conditions, à ce nouveau et ce que sera ce nouveau normal. Mais voilà, manifestement, les cartes sont rebattues. Il y a des habitudes qui vont changer. Il va y avoir des comportements nouveaux, naissants. Est-ce qu'ils vont se confirmer? Voilà, est-ce que, je ne sais pas, peut-être une question pour, peut-être pour Tic et Tac et Lala, par exemple, est-ce que les sites leaders dont vous faites partie dans votre secteur, est-ce que c'est eux qui vont en profiter au détriment des sites plus fragilisés? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y aura des cartes encore plus rebattues de ce point de vue-là? Comment vous voyez les choses? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet. Ouais, je peux y aller si vous voulez. Je sais pas si on m'entend bien, il y a des petits lags, pardon. Oui, nous de notre côté, ce qui est sûr, c'est sûr que l'activité commerce, m-commerce sur mobile, sur le web, elle devrait voir ses parts d'usage augmenter. Nous, de notre côté, il y a vraiment des comportements différents sur le web versus sur le mobile avec des transactions qui sont différentes en termes de produits qu'on achète. C'est vrai que quand on est sur desktop, et une clientèle aussi assez différente, mais quand on est sur desktop, on fait des livres photos, des albums photos où on prend beaucoup plus de temps à faire la personnalisation de ces produits-là, alors que quand on est sur mobile, on va avoir tendance à faire des produits assez simples, des produits un peu plus impulsifs
termes de création, de faisabilité. Donc, on fait beaucoup plus de tirages. Donc, nous, je pense que va peut-être y avoir des tendances un peu différentes en termes de produits qu'on vend par rapport aux acteurs plus classiques du web et de l'e-commerce. Mais ce qui est sûr, c'est que là, voilà, je pense que les gens ont pris le temps de faire certaines choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant. Moi, je pense que les gens vont continuer, hein, je pense, à créer ces nouvelles habitudes, les nouvelles habitudes, les nouveaux réflexes qu'on a créés pendant cette période de confinement. Je pense que c'est des choses qui vont quand même perdurer, puisqu'on a passé on a été tellement de temps voilà, confinés dans ces nouvelles habitudes, ces nouveaux réflexes, que je pense en tout cas, évidemment, les choses vont changer, mais on va perdurer dans nos habitudes de consommation pendant le confinement. Donc ça, c'est peut-être un point commun à vos 4 environnements. Est-ce que sur le type de produit ou le type de service, il va y avoir des changements chez Easy Parapharmacie, par exemple, tu me disais que le Made in France fonctionnait pas mal pendant cette période-là. Est-ce que ça va se prolonger? Est-ce que chez Tic et Tac, l'offre va être différente? Est-ce qu'on envisage on va dire des événements payants plus digitaux? Est-ce que chez Planet Sushi, est-ce qu'il y aura également au niveau des services, peut-être plus qu'au niveau des plats? Je ne pense pas que ça change beaucoup le goût des gens, mais et en même temps, pourquoi pas, s'il y a un afflux de nouveaux clients, peut-être qu'ils viennent avec un nouveau type de palais, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez au niveau service, au niveau catégorie de produits, alors j'essaie de trouver des termes qui correspondent à vos 4 environnements, est-ce que vous voyez comme ça des tendances qui peuvent se confirmer? Je ne sais pas qui veut me répondre. Bon, allez, je prends la parole. Vas-y. Je pense qu'il y a 2 choses. Il va effectivement, chacun dans nos secteurs, y avoir des nouveaux modes de consommation liés aux produits. Il va y avoir aussi des nouveaux modes de consommation de manière globale sur la manière dont on consomme. Je ne pense pas que l'un d'entre nous ait la réponse, et pourtant, Dieu sait si on aimerait bien l'avoir. Donc, je pense qu'on va tous monitorer tout notre trafic, les commandes, les catégories, et on va faire ça de manière beaucoup plus resserrée. On peut faire ça au moins au trimestre, on va peut-être faire ça à la semaine. Après, en ce qui concerne la parapharmacie, effectivement, on commence à avoir une émergence de produits déjà made in France. Alors, c'était déjà un peu le cas avant, mais là, c'est exacerbé par cet effet Covid-19 où on a l'impression qu'en France, un peu à cause de cette histoire de masques, on ne sait pas produire des masques et du coup, on est en déficit. Et du coup, c'est un peu le cas. Du coup, en France, on sait bien produire des produits cosmétiques. Pourquoi essayer des compléments alimentaires? Pourquoi essayer d'aller les chercher ailleurs? Donc, il y a vraiment cet effet-là. Et on commence à voir aussi, en effet, sur des produits sans contact ou sans eau. Alors, sans contact, c'est des produits un peu airless. Et sans eau, ça va être, par exemple, les shampoings solides ou choses comme ça. Après, à date, il y a très, très peu d'informations sur le sujet. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les pays qui ont repris un peu une certaine activité, comme la Chine, qui n'a pas forcément la même façon de consommer que nous. De ton côté, merci. De ton côté, Grégory, comment tu vois est-ce qu'il va y avoir des bouleversements? Alors, une pièce de théâtre, un spectacle reste une pièce de théâtre. Mais sur le format, est-ce que tu vois des évolutions? Est-ce que tu vois des modifications? Est-ce qu'il y aura des événements qui deviendront totalement digitaux et vous trouvez une façon de les monétiser? Ou est-ce que l'enjeu, c'est uniquement préparer? J'ai vu que vous aviez des choses déjà en vente, ou c'est préparer votre arrivée déjà lancée, comme tu disais tout à l'heure, avec autour de la rentrée, des événements et des salles à nouveau remplies, en prenant évidemment le soin de proposer les bonnes assurances qui peuvent rassurer. Comment tu vois la compte? Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ouais, c'est sûr que c'est au moins ça. Tu as employé une expression que j'aime assez, là, que nos cousins anglo-saxons appellent le new normal.
Et je crois que vraiment, ce qu'on est en train de vivre n'est pas complètement temporaire, comme disait Romain, ça va laisser des traces et on gardera un peu des habitudes, des comportements, des réflexes, des façons de faire, de penser, d'agir dans la séquence qui s'ouvre en fait. Donc ça laissera des traces et malheureusement, je pense qu'il y a un mot qui va être un peu au cœur de tout ça, enfin, un concept tout de même, c'est que c'est un peu l'incertitude. Donc on va un peu naviguer à vue pendant, en tout cas sur ma filière, pendant 18 à 24 mois, malheureusement. Donc, on sait que la recovery va être lente. On est un peu chanceux si le virus se met à partir, si le vaccin arrive, si pas mal de choses. On peut espérer que vers le 4e trimestre, on ait une petite reprise. Probablement de manière un peu plus réaliste ou pessimiste, c'est sur la première moitié de l'année prochaine et pas avant qu'on retrouvera. Si on a un mois de mai ou de juin qui ressemble à celui qu'on a eu en 2019, on pourrait se dire que c'est une recovery assez rapide. Donc une fois qu'on a dit ça, en fait, j'ai pas oublié ta question, Rodolphe, c'est que on peut surtout en tirer plutôt que des produits. Alors bien sûr, je ne vais pas trahir les secrets de nos plans de sortie, mais voilà, on a quelques bonnes idées sur lesquelles on va avancer, mais c'est surtout les comportements. Je pense que la bataille va être féroce on va tous se jeter sur les clients parce qu'on aura tous envie de retrouver un peu de dynamisme et de traction. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit excellent chez nous en marketing, sur l'acquisition, sur le SEO, sur l'achat de mots-clés en Google, pour que on soit encore plus efficient dans nos pratiques et puis encore plus comment dirais-je, satisfaisant aux yeux de nos clients qui auront passé 3, 4, 5, 6 semaines en confinement et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir une expérience ultra réussie. Donc il est absolument hors des questions de les décevoir quand la première sortie au théâtre ou à un concert. Donc ça, c'est un peu c'est ce qu'il faut qu'on arrive à cranter encore plus que ce qu'on faisait ou qu'on aime à croire qu'on faisait auparavant, c'est être vraiment excellent dans nos pratiques. Et puis, c'est un peu prendre des risques après, parce que l'incertitude, soit on la subit et probablement qu'on sortira avec un genou à terre ou en direction de la terre, soit on prend des risques et on se réinvente. Je ne sais pas, peut-être que le mot est un peu fort. Je ne suis pas sûr que la culture disparaîtra. Je pense qu'au contraire, on en aura toujours besoin. C'est même un peu partie du remède. Mais probablement que la culture telle qu'on la vendait, telle qu'on la vivait, se complétera. Des nouveaux usages en full digitaux, de nouvelles expériences in situ, de nouvelles offres à vendre pour nous, de nouvelles modes de relation à avoir. Voilà, c'est un peu tout ça sur lesquels il faut que, sur les semaines et les mois à venir, on avance parce que je pense qu'il va falloir prendre des risques, plus que ce qu'on aurait prévu de faire. Ok, donc prendre des risques, rassurer le retour, on va dire, à la vie normale. Je pense que c'est aussi avec ces considérations-là que chez Planet Sushi, ils sont en train de travailler et devront aussi travailler pour rassurer complètement les consommateurs sur évidemment l'aspect sanitaire et l'aspect sécurisant lorsqu'on vient chercher ou on se fait livrer son repas. Est-ce que par exemple, tout à l'heure, Laurent, je ne te vois pas, mais je pense que tu nous entends. Est-ce que par exemple, le phénomène que tu décrivais de dark kitchen justement, est-ce que ça va pas être ça la grande tendance, c'est-à-dire que gérer uniquement ce type de format-là pour éviter les situations ou les problématiques liées au confort de l'accueil des clients en salle. Est-ce que c'est un truc que vous sentez de se développer plus à l'avenir ou pas? Alors, c'est effectivement, nous, comme le disait aussi bien Gaël que Laurie, je pense que les maîtres mots, là, les enjeux pour nous, en tout cas, c'est la qualité, le premier. Qualité et fidélisation de ces nouveaux clients. Ça, je pense que c'est effectivement une attitude qui est l'observation et l'agilité pour pouvoir capter les tendances qui évoluent vite. La Dark Kitchen, pour rebondir sur ton point, c'est quelque chose qu'on observe qui était déjà une tendance qui était avant. On se demande effectivement, est-ce qu'elle va être plus aujourd'hui, plus ouverte? Dark Kitchen, c'est le fait de ne pas avoir de points physiques. On ne sait pas, effectivement, parce qu'il y a une réouverture le 15. En tout cas,
des restaurants, mais en tout cas, c'est des nouvelles pratiques. Je pense que ça va plus se rééquilibrer exclusif, parce que mais il y a une autre pratique qui est le click and collect, c'est-à-dire que les gens viennent et qui peut être aussi une réassurance pour certains moments. Donc là, je pense que ces deux pratiques, la livraison et le click and collect, qui sont des choses qui peut-être vont se développer. En tout cas, nous, c'était déjà un modèle qu'on avait avant et sur lesquels, effectivement, on est en pleine. Tout le monde se réfléchit là-dessus. En tout cas, on est en observation parce que c'est sûr que les restaurants, un peu comme les zones publiques, comme dans le secteur de Grégory, qui est le loisir et le spectacle, ça va rouvrir, mais dans un autre moment, dans d'autres choses. Je ne pense pas que ça va disparaître, mais en tout cas, c'est après parce qu'il y a un besoin de convivialité. Mais comment? On ne sait pas et quelle tendance. Nous, c'était quand même, ce que je vous disais, 40% quand même de notre modèle d'organisation. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours. Mais en tout cas, ça ne va pas disparaître, mais on est plus sur le click and collect que complètement le dark kitchen, je pense qu'il n'est pas, qui en tout cas qui est pas dans notre ADN. Parce qu'effectivement, l'enjeu là, c'est de revoir dans l'ADN, l'adapter, l'ADN de la marque, l'adapter. Donc, comment on communique, parce qu'il y a besoin d'une marque forte. Les dark kitchen, ils ont, en tout cas dans la restauration, ils existent autrement. Et c'est pas un modèle, en tout cas, qui est proche de nos valeurs à nous. Parce qu'effectivement, comme le disait Grégory, il va falloir prendre des risques et se réinventer en termes de communication et de marketing. Mais en même temps, il faut être proche de son ADN et comment l'adapter, quoi. Moi, nous, c'est les réflexions en interne qu'on a. Je ne sais pas si ça répond au point que tu soulevais, Rodolphe. Si, ça rejoint un peu ces idées quand tu dis se réinventer, c'est trouver aussi, alors, soit trouver les nouveaux services quand on est dans le service, soit s'adapter, et vous l'avez dit, côté Lalalab et côté Easy Parapharmacie, aux nouvelles demandes et aux nouvelles catégories de produits qui pourront être plus sollicités dorénavant. Oui, déjà, on a des pistes. On a parlé aussi du Made in France. On a vu qu'il pourrait y avoir aussi des accélérations sur des phénomènes de type drive. Et puis, il y a un mot qui est revenu souvent, c'est dans ce qu'on pressent pour l'après-confinement, c'est la réassurance. Donc, et la réassurance, ça se fait aussi avec beaucoup de communication. Et je pense que ça va être des chantiers très importants. Là, pour le coup, quelle que soit votre activité, je pense que vous vous rejoignez tous là-dessus. Il est déjà 12h04, on est un petit peu dépassé. C'était passionnant d'avoir vos réflexions et encore une fois comprendre vos trajectoires dans des environnements très différents. Ça nous a permis de voyager vraiment dans des secteurs très variés et on voit qu'il y a quand même des points où vous rejoignez. Merci Grégory, merci Gaël, merci Laurent, merci Romain, merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. J'espère que vous en avez bien profité et que vous avez appris des choses. On mettra peut-être en ligne un petit montage de ce webinaire avec les best-of. De toute façon, on communiquera sur ça dans quelques jours. Je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien et à une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir tout le monde. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci.